Tel un monarque triomphant, Jacques Stuart entre dans Londres ce 7 mai 1603, acclamé par une immense foule. 2 mois plus tôt, Élisabeth Ier a succombé, prenant bien soin à ne pas désigner un successeur. En vertu de l'ordre de succession, c'est donc son plus proche parent qui devient le nouveau roi. Jacques VI d'Écosse est couronné roi d'Angleterre le 25 juillet 1603 en l'abbaye de Westminster et devient Jacques Ier. Ainsi débute le règne d'une famille écossaise sur le trône d'Angleterre, la dynastie Stuart. Par sa couronne, Jacques Ier unit l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande pour la première fois de leur histoire. Ce roi de paix britannique est pourtant contesté. Il essuie une dizaine d'attentats au cours de son règne, notamment de la part des catholiques, comme la conspiration des Poudres de 1605, qui avait tenté de faire exploser le Parlement lors du discours du trône du monarque. Dès son avènement, le roi se lance dans une toute autre politique, la réhabilitation de la mémoire de sa mère. Marie Stuart est désignée comme la première martyre de la dynastie, celle qui perdit la tête par la volonté d'une autre reine assoiffée de pouvoir. Jacques ressent une véritable haine contre la défunte Élisabeth Ier qui avait signé l'acte d'exécution de Marie Stuart en 1587 pour écarter ses prétentions sur le trône d'Angleterre. Il y a un certain goût de vengeance en ce début du XVIIe siècle. En 1612, Jacques fait déplacer la dépouille de Marie dans l'abbaye de Westminster, là où repose Élisabeth Ier. Désormais, 10 mètres seulement séparent ces femmes qui se sont tant opposées sans jamais se rencontrer de leur vivant. Jacques Ier épouse la princesse Anne de Danemark qui lui donne 7 enfants. Pourtant, malgré son mariage, Jacques s'entoure de favoris qui gravitent autour de lui. À l'image du roi de France Henri III, Jacques Ier et ses mignons défraient la chronique. Les rumeurs vont bon train prêtant au roi des relations homosexuelles avec Esmé Stuart, seigneur d'Aubigny et duc de Lennox, ou encore avec le célèbre Georges Villiers, duc de Buckingham. De cette histoire est née une série télévisée Mary and George en 2024 qui se base sur ces rumeurs d'homosexualité qui n'ont pourtant jamais été avérées. Le grand rêve du premier des rois Stuart anglais est l'unification politique des îles britanniques. À ses yeux, sa couronne ne suffit pas. Mais il n'a pas le temps de mener son projet à bien, il meurt en 1625, léguant ses 3 couronnes à son fils qui devient Charles Ier. Le jeune roi montre dès le début de son règne des ambitions absolutistes à l'image de la monarchie absolue française. Il tente de régner en totale autonomie vis-à-vis du Parlement. Il va même jusqu'à régner sans Parlement pendant 11 ans à partir de 1629. 2 camps se forment alors, d'un côté un roi ambitieux, avide de pouvoir et d'autorité, qui se voit comme un monarque de droit divin et qui n'a de compte à rendre qu'à Dieu, et de l'autre les parlementaires, alliés aux puritains et aux presbytériens écossais, opposés aux visions trop absolutistes du roi. La tension est à son comble, au point qu'en 1642, la première révolution d'Angleterre éclate. Aucun camp ne parvient à prendre l'avantage jusqu'à ce que la New Model Army, l'armée professionnelle parlementaire, fasse pencher la balance en étant menée par Oliver Cromwell. Charles Ier perd la majeure partie de son armée à la bataille de Naseby en 1645. Il part alors se réfugier en Écosse auprès des presbytériens, mais il le garde en résidence surveillée jusqu'à ce qu'il le livre au Parlement en 1647. Charles Ier est alors gardé à Hampton Court, où il tente de négocier avec les parlementaires, mais sans parvenir à un accord. Il réussit à s'enfuir le 11 novembre 1647 et se réfugie auprès du gouverneur de l'île de Wight dont il pense qu'il lui est favorable, mais il n'en est rien. Il est une nouvelle fois emprisonné. Le roi est dans l'impasse. Le Parlement veut en finir définitivement avec ce monarque qu'il considère comme un tyran. Le procès de Charles Stuart débute en janvier 1649. Le roi se défend lui-même face à ses juges, mais en vain. Personne n'est dupe quant à l'issue finale. Pour en finir avec la Révolution, le seul dénouement possible est la mort. Charles Ier est décapité au palais de Whitehall le 30 janvier 1649. 60 ans après la mort de Marie Stuart, Charles Ier inscrit lui aussi son nom sur le marbre des martyrs Stuart, alors qu'Oliver Cromwell se proclame Lord Protecteur d'Angleterre. La malédiction des Stuart a encore frappé. Pire encore, le nouveau roi Charles II devient l'un de ces monarques sans royaume qui errent dans toute l'Europe en attendant son heure. Reconnu comme souverain légitime en Écosse, Charles II ne peut récupérer sa couronne anglaise fondue par Oliver Cromwell. Le jeune roi n'est pourtant pas oisif. À plusieurs reprises, il tente de débarquer en Angleterre pour reprendre son trône par la force, mais l'armée républicaine forme un barrage infranchissable.
Il doit attendre la mort de Cromwell en 1658 pour voir une nouvelle fois le ciel s'éclaircir. Le protectorat ne résiste pas très longtemps, le régime reposait finalement uniquement sur le charisme de son chef. Fragilisé, il est défait par George Monk, un officier parlementaire qui a retourné sa veste en faveur du roi. Charles II peut enfin rentrer dans Londres en 1660 pour restaurer la monarchie. Cette restauration de l'autorité royale s'accompagne par une division en deux camps du Parlement, les Tories qui sont favorables au roi et les Whigs. Face au complot papiste qui tente de le renverser au profit du duc d'York qui est catholique, Charles II réagit avec fermeté. Il dissout à plusieurs reprises le Parlement avant de régner seul à partir de 1681. Les erreurs de Charles Ier n'ont pas suffi, son fils semble s'embourber dans la même crise qu'il a emportée. Mais la Révolution n'a pas le temps d'éclater. Au lendemain de sa conversion au catholicisme en 1685, Charles II rend son dernier souffle sans avoir donné d'héritier. La couronne de Saint-Édouard est léguée à son jeune frère, le duc d'York, qui devient le roi Jacques II. Le nouveau roi a un grand défaut pour son peuple anglican. Il s'est converti au catholicisme au moment de son second mariage avec Marie de Modène. Surtout, il voit en la monarchie absolue de droit divin de son cousin Louis XIV un modèle. Il veut renforcer la puissance de sa couronne, et pour ce faire, il s'entoure d'une armée permanente tout en s'opposant à son parlement pour augmenter ses prérogatives. Lui aussi va jusqu'à dissoudre définitivement le Parlement en 1686. Détesté de toutes parts, Jacques II sent sa couronne lui échapper. D'autant que la reine Marie est enceinte. Elle donne naissance à un petit garçon en 1688, laissant aucun doute sur l'avènement d'une nouvelle dynastie catholique en pays anglican. Alors là, c'est de trop. 7 nobles anglicans prennent leurs plumes et écrivent au prince Guillaume d'Orange, le statuaire de Hollande, pour l'inviter à débarquer en Angleterre avec son armée. Il est loin d'être un inconnu, ce Guillaume, puisqu'il est le gendre de Jacques II, l'époux de sa fille aînée, Marie. Alors il débarque à Brixham en novembre 1688 avec l'appui de l'opinion publique. Lorsqu'il apprend que son gendre avance sur Londres à la tête d'une armée, Jacques II fuit avec sa femme et son fils vers la France. Pour le Parlement, la fuite du roi équivaut à une abdication. Il offre alors la couronne à Guillaume et Marie qui forment le premier couple régnant conjointement sur les îles britanniques. C'est ainsi que se termine cette révolution qui se veut glorieuse par le peu de sang qui a été versé. Guillaume III et Marie II instaurent la première monarchie parlementaire d'Angleterre en signant la Déclaration des droits. C'est bien simple, désormais, leur pouvoir vient de la volonté du Parlement. Jamais ils n'oublieront ce détail qui fait leur légitimité. Leur règne fait figure de transition entre le pouvoir personnel de Jacques II et celui des souverains soumis au contrôle du Parlement. Bien qu'ils forment un couple régnant, dans les faits, c'est principalement Guillaume III qui règne, mais lorsqu'il est en campagne contre la France, Marie II gouverne fermement et efficacement. Le couple doit aussi faire face aux révoltes jacobites qui tentent de restaurer la couronne de Jacques II. Marie II et Guillaume III sauvegardent leur trône jusqu'à leur mort respective en 1694 et 1702. Mais le grand défaut du couple est de ne jamais avoir eu d'enfant. Avant de mourir, Guillaume III signe l'acte d'établissement qui exclut définitivement les catholiques de l'ordre de succession. C'est dans ce contexte particulièrement tendu que sa belle-sœur Anne monte sur le trône. La dernière reine Stuart d'Angleterre hérite d'un royaume divisé, mais à l'avenir commun. Pour régner, la reine Anne écoute religieusement les conseils de sa favorite Sarah Churchill, l'épouse du célèbre John Churchill. Le couple d'aristocrates est le plus puissant de son temps. Si Anne couvre d'abord de privilèges sa favorite et son époux, les faisant notamment duc de Marlborough, elle finit par s'en éloigner. Au point que leurs mésententes politiques ont raison de leur amitié. Anne finit par remplacer Sarah par sa cousine Abigail Masham, qui l'accompagne jusqu'à la fin de sa vie. Anne est la dernière reine politique d'Angleterre. Elle n'hésite pas à imposer son veto contre les projets de loi qu'elle juge infaisables. Elle soutient d'ailleurs les Tories qui traditionnellement sont favorables aux prérogatives de la couronne, mais le plus grand coup politique de la reine Anne est la signature en 1707 des actes d'union qui donnent naissance au Royaume-Uni. Le rêve d'unité politique des îles britanniques de ses prédécesseurs devient réalité. Pourtant, d'un point de vue personnel, le prestige de la reine est beaucoup plus sombre. Sa vie est ponctuée de drames. Mariée au prince Georges de Danemark, elle tombe enceinte à 14 reprises, mais donne naissance qu'à un seul enfant viable, le prince Guillaume. Mais de santé fragile, il meurt en 1700. Le mari de la reine Anne rend à son tour son dernier souffle en 1708. Ajoutons ses décès aux nombreux rhumatismes de la reine qui l'empêchent de marcher et influencent ses états d'âme.
Sur le plan international, elle se veut la plus farouche opposante au roi Louis XIV. À son avènement, elle continue la guerre de succession d'Espagne débutée par Guillaume III. Elle met fin à cette guerre devenue impopulaire en 1713 en signant le traité d'Utrecht qui offre à la Grande-Bretagne une relative prédominance sur les mers en échange de la victoire des Bourbons. Cette paix est le dernier feu du règne de la reine Anne. Elle s'éteint le 1er août 1714. En vertu de l'acte d'établissement, le trône est légué au prince germanique Georges de Hanovre, fils de Sophie de Hanovre, plus proche cousine protestante de la reine Anne. La mort de la reine Anne marque la fin de la dynastie Stuart sur le trône britannique. Jamais plus aucune maison écossaise ne régnera sur ce royaume du nord de l'Europe. Et pourtant, quelle épopée, quel destin que celui de la dynastie Stuart. Elle aura connu 2 révolutions, 2 souverains qui ont perdu la tête, 2 reines, la création de la monarchie britannique moderne et la fondation du Royaume-Uni. C'est ainsi que se forme l'héritage de la dynastie Stuart qui dessine l'identité de la Grande-Bretagne.